Bonsoir. Merci, on ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes très nombreux, puisqu'apparemment la salle est pleine et a même refusé du monde. Merci infiniment, Cyril Sved, d'être avec nous et d'avoir accepté cette invitation de la Maison de la Poésie pour parler de ce dernier livre paru, traduit, Ghost Stories. Merci beaucoup à Marguerite Capelle d'avoir accepté d'être votre interprète. Je précise avant d'oublier que à la fin de la rencontre, le livre sera en vente dans le hall de la Maison de la Poésie et que vous signerez pour qui voudra. Sérieusement, ça fait tout juste 30 ans qu'en France, on vous lit votre premier livre, votre premier roman, d'ailleurs, Les yeux bandés, a été traduit en 1996. Il était paru 4 ans plus tôt aux États-Unis. Un certain nombre d'autres romans ont suivi depuis. Tout ce que j'aimais, Élégie pour un Américain, Un été sans les hommes, Un monde flamboyant. Je ne vais pas tous les citer. Il y a eu aussi des essais, des récits, puisque effectivement vous pratiquez tous les genres. Je citerai La femme qui tremble, qui est un livre que moi j'aime énormément. Les mirages de la certitude, des recueils aussi d'essais plus brefs. Et en fait, on voit bien que tous ces genres, tous ces gestes d'écriture ont un but commun qui est de dire et d'éclairer l'expérience humaine en usant des nombreuses armes dont vous disposez, que vous maîtrisez. La littérature, la fiction, la science, la philosophie, la neurobiologie, l'analyse. Je pense qu'effectivement, si on devait essayer de résumer ce qui est votre singularité, votre marque en tant qu'écrivain, c'est d'être d'avoir à la fois une extrême sensibilité et un esprit d'analyse, un goût pour la réflexion. Ce livre, Ghost Stories, en est une nouvelle preuve. C'est un livre vraiment, je crois que toutes les personnes qui l'ont lu sont d'accord pour dire que c'est un livre vraiment magnifique. Justement, tout ensemble bouleversant et merveilleusement éclairant. Un récit de deuil dont vous avez entrepris l'écriture quelques semaines après la mort, le 30 avril 2024, de votre époux Paul Auster. Mais c'est aussi un livre plein de vie, une collection de souvenirs, une histoire d'amour, plus de 40 ans de vie commune et d'amour partagé, restitué au moyen d'un livre hybride qui mêle le récit, des documents, un livre presque un grand collage. Avant de commencer à vous poser quelques questions, vous avez accepté de lire un extrait, le début en fait de votre livre. It's short, don't worry. Donc c'est très court, ne vous en faites pas. It's the first pages of the book. Lost time. I am alive. My husband, Paul Auster, is dead. He died on April 30th, 2024 at 6:58 p.m. here in the Brooklyn house where I am now writing these words. He was diagnosed with non-small cell lung cancer in January 2023. But before that, in early November 2022, Paul had a CT scan in the emergency room at Mount Sinai West Hospital. The radiologist spotted a mass in his right lung and noted it might be cancer. We all die, but only some of us know our lives could end soon. Although I had often thought about what it would mean to live without Paul, I began to imagine it more often. I imagined walking around the house alone. I imagined grieving. If your father dies, I said to our daughter Sophie, I will lose my everyday. What I didn't imagine is that after Paul's death,
time would be deranged beyond recognition. I remember and then forget what day it is. I remember it's the month of May and then forget. The hours skip ahead, but minutes often move slowly. I want to root my body in calendar and clock, those reliable, if ultimately fictional, markers of time. But I'm not making sense of their regular beats. I'm afraid if I don't keep checking the date, day, and hour, I will lose my orientation, stumble on the stairs, and fall or float away ungrounded. I make lists and calendars lie on various tables and surfaces around the house. I worry I will forget chores, appointments, bills that must be paid. I worry my thoughts will scatter into more pieces than I can recollect. I am now in the business of recollecting myself. I have trouble breathing. My heart beats too fast, not all the time, in bursts. I have pains between my ribs, sometimes intense. My neck and head ache. My nerves buzz and hum, and electricity shoots up and down my limbs. My gut rumbles and my bowel rhythms are off. Some of these are old ailments that have worsened. I imagine I've grown a tumor that mirrors the one found in Paul's lung, and I will die soon. I take the fantasy further. Maybe mirror cancer is a rare medical phenomenon outside the purview of mainstream science, one of those outliers that has been jettisoned from cleaned data. I'm glad I can still laugh at myself. Then again, hypochondriacs die from illness too. I sleep by pill. I pick up a paper or an object that needs attention and then see another that calls to me. I put down the first thing only to spot it hours later, an inanimate victim of the unfinished gesture. A pile of unopened condolence letters and cards lie on the red table in the dining room. I cannot bear to open them. Not today. I will wait. Tomorrow. Tomorrow comes. I open the letters, but I don't always understand what I'm reading. The short, kind messages are best. There are also long, handwritten letters of many pages from people I don't know. Paul must have belonged to them in some way, but exactly how, I can't always make out. I sit down to write the word tomorrow for a to-do list. When I look down, I see that I have written yesterday. I think of Freud's comment about opposites in dreams. In the world of sleep, your towering friend may shrink to the size of a bug. There is a dreamlike quality to my life now. I climb into a half-filled bathtub and realize I have forgotten to remove my socks. Marguerite va nous le lire en français. Donc ce sont les premières pages. Perdue dans le temps. Je suis vivante. Mon mari, Paul Auster, est mort. Il est mort le 30 avril 2024 à 18h58, ici, dans la maison de Brooklyn où j'écris maintenant ces mots. Au mois de janvier 2023, on lui avait diagnostiqué un cancer des poumons non à petites cellules. Mais avant cela, au début du mois de novembre 2022, Paul avait passé un scanner au service des urgences de Mount Sinai West. Le radiologue avait repéré une masse dans son poumon droit et noté qu'il pouvait s'agir d'un cancer. Nous mourrons tous, mais seuls certains d'entre nous savent que nos vies pourraient se terminer à brève échéance.
Même si j'ai souvent pensé à ce que signifierait vivre sans Paul, j'ai commencé à y songer plus souvent. Je m'imaginais marcher seule autour de notre maison. Je m'imaginais le pleurer. Si ton père meurt, ai-je dit à notre fille Sophie, je perdrai mon quotidien. Ce que je n'imaginais pas, c'est que le temps après la mort de Paul allait être détraqué à ce point jusqu'à devenir méconnaissable. Je me rappelle quel jour nous sommes, et ensuite j'oublie. Je me souviens qu'il s'agit du mois de mai, et ensuite je l'oublie. Les heures filent, mais les minutes sont souvent interminables. Je veux ancrer mon corps dans le calendrier et l'horloge, ces marqueurs fiables du passage du temps, même s'il ne s'agit en définitive que de fiction, mais je ne parviens pas à conférer un sens à leurs battements réguliers. J'ai peur, si je ne continue pas de vérifier la date, le jour et l'heure, de perdre mon sens de l'orientation, de trébucher dans les escaliers et de tomber ou de dériver sans aucun repère ferme. Je dresse des listes et des plannings. Des listes et des plannings sont posés sur diverses tables et surfaces dans toute la maison. Je m'inquiète d'oublier les tâches du quotidien, les rendez-vous, les factures à acquitter. Je crains que mes pensées ne s'éparpillent en petits morceaux, trop nombreux pour pouvoir être rassemblés. Je m'efforce maintenant de me rassembler. Je ne respire pas très bien. Mon cœur bat trop vite, pas en permanence, par à-coups. J'ai des douleurs intercostales parfois intenses. Ma nuque me fait mal, j'ai des maux de tête. J'ai les nerfs en pelote et des sensations de décharge électrique dans les membres. Mon ventre fait de drôles de bruits et j'ai des troubles du transit intestinal. Certains de ces symptômes s'expliquent par de vieilles affections qui ont empiré. J'imagine avoir développé une tumeur en miroir de celle que l'on a trouvée dans le poumon de Paul et que je vais bientôt mourir. Je pousse l'imagination plus loin. Peut-être le cancer en miroir est-il un phénomène médical rare qui échappe tout à fait au radar de la science officielle, l'une de ces valeurs aberrantes que l'on a écartées des données nettoyées. Je me félicite de pouvoir encore rire de moi-même. Après tout, les hypocondriaques meurent de maladie, eux aussi. Si je dors, c'est parce que je prends des somnifères. Je ramasse un document ou un objet qui attire mon attention et puis j'en vois un autre qui m'appelle. Je repose la première chose et ne repère à nouveau sa présence que quelques heures plus tard, victime inanimée du geste avorté. Une pile de lettres et de cartes de condoléances non ouvertes repose sur la table rouge dans la salle à manger. Il m'est insupportable de les ouvrir. Pas aujourd'hui, j'attendrai demain. Demain vient. J'ouvre les lettres, mais je ne comprends pas toujours ce que je lis. Les messages brefs, gentils, sont les meilleurs. Il y a aussi de longues lettres écrites à la main, faisant plusieurs pages, de personnes que je ne connais pas. Paul a dû entrer dans leur vie d'une manière ou d'une autre, mais comment exactement ? Il ne m'est pas toujours possible de m'en faire une idée. Je m'assois dans l'intention d'écrire le mot « demain » sur une liste de choses à faire. Baissant les yeux sur la feuille, je constate que j'ai écrit le mot « hier ». Je songe à la remarque de Freud sur les oppositions dans les rêves. Dans le monde du sommeil, votre ami qui vous dépasse d'une tête peut se ratatiner jusqu'à adopter la taille d'une punaise. Ma vie, désormais, a quelque chose d'onirique. Je grimpe dans une baignoire à moitié remplie et m'avise que j'ai oublié de retirer mes chaussettes. Merci beaucoup. Je précise que Ghost Stories a été traduit de l'anglais par Frédéric Joly et qu'il paraît dans la nouvelle collection hors fiction des éditions Gallimard. Peut-être que j'ai envie de vous demander, pour commencer, quelque chose autour de la genèse de ce livre. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un collage qui mêle, outre des registres de textes différents, du récit, des lettres, des documents, c'est aussi une construction dans laquelle il y a plusieurs chronologies, d'une certaine manière, une chronologie presque au présent, on va dire, de ce deuil, mais aussi une chronologie du passé. Voilà, à quel moment ce livre a commencé et à quel moment a-t-il pris la forme qu'on lui... C'est une vaste question, hein, j'en ai conscience. La forme qu'on lit aujourd'hui. So I knew almost right after we buried Paul on May 3rd that I had to write, and the only thing I could write about was him
us. And I think I actually started the book about 2.5 weeks after he died. But I remember the title coming to me, Ghost Stories, because it's a rich metaphor, a metaphor for language itself, especially written language that's disembodied. So the title, and then this form began to assert itself, a kind of almost subliminal feeling of the shape of the book. And I also knew I wanted to unearth some of the texts, letters that I wrote, letters that Paul, or notes he had written to me that I hadn't looked at since they were written. And it turned out that was a smart thing, because there was an aspect of adventure to rediscovering letters that I remembered writing, but I didn't remember every word. And then when, in the very last, or the penultimate month of Paul's life, he was writing these letters to our grandson. He wanted it to be a book, and a book about the family, going back in time. But he couldn't finish it. He only had 35 pages. And then I had the thought, yes, those will go in too. Alors j'ai su presque immédiatement après les funérailles de Paul, qui a été enterré le 3 mai, qu'il fallait que j'écrive et qu'il fallait que j'écrive là-dessus, que j'écrive sur lui, que j'écrive sur nous. Et je me suis mise au livre à peu près 2 semaines et demie après sa mort. Le titre, je me souviens, m'est venu rapidement. C'est Ghost Stories, qui est une métaphore qui me semblait assez riche, une métaphore de la langue aussi, du mot écrit, qui est en soi aussi désincarné, séparé du corps. Donc il y avait ce titre, et puis la forme aussi, qui s'est affirmée rapidement, presque de manière subliminale. Je savais que j'ai su assez vite que j'avais envie d'aller ressortir, d'éterrer des textes, des lettres du passé, des choses que j'avais écrites moi, des choses que lui avait écrites pour moi, que je n'avais pas relues depuis qu'elles avaient été écrites. Et il s'est avéré que c'était une décision intelligente, parce qu'il y avait presque une sorte d'aventure à aller retrouver ces textes. Je pouvais me souvenir du moment où je les avais écrits, mais pas de chaque mot qu'il y avait dedans, donc les redécouvrir. Et puis la dernière chose, c'est que pendant jusqu'à l'avant-dernier mois avant sa mort, de son vivant encore, Paul avait commencé à écrire des lettres à son petit-fils, à notre petit-fils. Il voulait faire un livre, en fait. Il voulait en faire un livre qui retracerait l'histoire de la famille, qui remonterait le fil de l'histoire. Il n'en avait écrit que 35 pages, et il n'a pas pu terminer, mais j'ai su que je voulais aussi utiliser ces lettres. De fait, vous définissez dans le livre lui-même votre relation comme ces 43 années de vie et de travail, j'ai aussi envie de dire partagé, comme un dialogue. Et la disposition des lettres au fil du livre, des lettres à Miles, les lettres de Paul Auster, reconstitue en quelque sorte aussi, d'une certaine manière, ce dialogue, ou en tout cas le prolonge plutôt que le reconstitue d'ailleurs. Yes, I was quite conscious of that. And in my initial idea, I thought I might put the 35 pages all in a part of the book. And then, as I was writing, I realized, no, the rhythm of the book has to have both voices in it. So, I have more pages, but they're inserted at what I feel like are rhythmic moments in the book. And it is of course he's writing to Miles, not to me, but the change between the two prose styles for me was something I wanted, so that you were hearing both sides of the couple, the and stuff. The Siri and Paul, Paul and Siri.
Oui, c'est quelque chose que j'ai fait consciemment, effectivement. Au départ, j'ai imaginé que ces 35 pages de lettres à Miles, j'allais les intégrer en bloc dans un chapitre à part. Et en écrivant, je me suis rendu compte en fait que le rythme du livre avait besoin, au contraire, de cette alternance de voix. J'ai évidemment plus de pages où c'est ma propre voix qui s'exprime, mais j'ai vraiment eu la sensation qu'il fallait insérer ces lettres à des moments rythmiques bien particuliers du livre. Évidemment, ce n'est pas à moi qu'écrit Paul, mais à Miles, mais ces variations dans le style de prose permettent finalement d'entendre deux voix et deux regards différents, justement, et d'entendre ce « et » qui nous unissait, Siri et Paul, Paul et Siri. Oui, ce « et », ce « nous », c'est un des thèmes que vous développez dans le livre et sur lequel vous quand même, je ne sais pas si je peux dire spéculer, sur lequel vous interrogez. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il reste une fois que de ce nous, on enlève un des éléments? It's a very good question, and I'm still finding out. C'est une excellente question et je suis encore en train de la creuser. Actually, this is a philosophical idea that I have been interested in for a very long time. And I've often talked about it as the between. It has its manifestations in many fields. Most of you have heard about entanglement in physics. I am not a physicist. I don't understand the mathematics, but we do know that there can be particles separated by millions of miles, and still they have a relation. The physicist Carlo Rovelli thinks that that is actually the essence of the universe, is relational. But in biology, there are many examples. I think people are thinking a lot about ecological connections now. One entity is dependent on others, etc. And so my feeling about this and that two people can create a third thing between them, a between that is a creative between, and in our case went on for 43 years. And I did want to explore that in the book. Could make it shorter. Je ne vais pas raccourcir. C'est une idée philosophique qui m'intéresse depuis très longtemps. C'est quelque chose dont j'ai énormément parlé, cette question du between, de l'entre-deux, de l'intercorporalité, je crois est un mot utilisé. Ça existe dans différents domaines en fait. En physique par exemple, on sait qu'il existe des liaisons, des liens entre des particules qui peuvent être à des milliards de kilomètres de distance. Carlo Rovelli dit même, c'est un physicien, que c'est l'essence même de l'univers en fait, justement, ces liens, que l'essence même de l'univers est relationnelle. En biologie aussi, on parle beaucoup plus aujourd'hui des connexions écologiques, de l'interdépendance, etc. Et donc moi, je suis convaincue que deux personnes peuvent, par le lien entre elles, créer une troisième chose, qui est justement leur création et qui, dans notre cas à nous, a duré 43 ans. Donc c'est ça que je voulais explorer. Bravo, bravo. Vous le disiez, les lettres à Miles qui jalonnent comme ça le livre, convoquent et racontent à destination de ce tout petit garçon l'histoire de vos deux familles, le passé de ces deux lignées, aussi l'enfance de votre fille. On a l'impression que en les glissant comme ça aussi dans le texte, c'est un peu comme si vous aviez rassemblé dans le livre tous les gens qui ont compté pour Paul Auster, qui ont compté pour vous, tous les gens qu'il a aimés autour de lui dans ce texte. Est-ce qu'il y avait cette volonté aussi de faire comme une sorte comme ça de photographie regroupant la famille, les amis, les gens qu'il aimait? Yes, as it turns out, this and that I focus, of course, on the couple, but
that couple, we had a child. I had a stepson. Paul was married before. And then 4 months before Paul died, we had Miles. And our daughter Sophie and her husband Spencer, they're all profound characters in this book. And actually, I was in Miami before I came to Europe, and a man had read the book, and he said, I feel so close to your family. I feel as if I'm almost one of you. And when I signed his book, I said, you know, to Mr. Shapiro, almost one of the family. But yes, so 2 people become a third, become more than that. My sisters became beloved people for Paul. They were there when he died. And those ands keep multiplying. You know, and in cyclical time, there is the turning of the generations. And Miles is the most recent addition. Oui, alors ce couple, évidemment, a eu un enfant. On a eu notre fille. Paul avait également, j'avais aussi un beau-fils. Paul a été marié précédemment d'un mariage précédent. Et puis, 4 mois avant la mort de Paul, il y a Miles qui est arrivé. Sophie, Spencer, son mari sont vraiment des personnages très importants, très approfondis de ce livre-là. Et d'ailleurs, je suis passée par Miami avant Paris et un lecteur est venu me voir et m'a dit « J'ai lu votre livre et je me sens maintenant tellement proche de votre famille que j'ai l'impression d'en faire partie. » Et quand je lui ai dédicacé le livre, j'ai dit à ce monsieur Shapiro qui fait presque partie de la famille. Et puis voilà, 2 personnes ont créé une 3e, on devient une 3e, et puis d'autres personnes se rapprochent. Mes sœurs sont devenues aussi très proches de Paul, étaient là lors de sa mort. Ça se multiplie en fait, et puis c'est aussi quelque chose de très cyclique, c'est aussi le retour des générations, encore, et Miles étant la dernière addition à la famille. Il y a un moment important qui est lié au titre du livre, qui est un moment où, le jour de ses funérailles, où vous ressentez dans votre maison commune la présence de Paul le soir, une présence dont vous doutez peu, quel que soit votre goût pour la science, votre esprit d'analyse. Et ça donne des moments que je trouve particulièrement intéressants parce qu'effectivement, vous acceptez tout et vous critiquez tout et vous décortiquez. So, the day we buried Paul and had a funeral, it was small, the family, and we went back to the house, and my sisters made food, and then I left the company. I went to lie down upstairs, and I felt Paul on the stairs. I felt him walk into the room. I didn't see. It was not a full-blown visual hallucination. I didn't hear anything. There was no touch involved, no smell. I was as certain can be that it was Paul, that he was looking at me, wanted to make sure I was okay. I was flooded with joy, and then he left. Now, I have been reading in neurology about presences for years and years, so I knew what had happened. But that's why I quote William James, the American philosopher, who had presences himself several times, and he describes that feeling of certainty in his text. It's in Varieties of Religious Experience. It was amazing. Now, again, I am not actually a ghost person, but it turns out that between 30 and 60% of grieving people have some form of a hallucinatory presence, and it's very common. But I'm glad I had mine.
Mais le jour même des funérailles, donc c'était un enterrement en petit comité familial, on est rentré à la maison, mes sœurs ont préparé à manger, et puis j'ai quitté tout le monde pour aller me reposer à l'étage. Et j'ai senti Paul, la présence de Paul dans les escaliers, je l'ai senti entrer dans la pièce, je ne l'ai pas vu. C'était pas une hallucination visuelle ni auditive, je ne l'ai pas entendu non plus, il n'y avait pas de contact de toucher, il n'y avait pas non plus d'odeur. Mais j'étais aussi certaine qu'on peut l'être, 100% certaine qu'il était là, qu'il était venu voir si j'allais bien. Je me suis sentie envahie, inondée de joie, de bonheur de sentir ça, et il est parti. Et ça fait des années que je lisais des textes en neurologie sur le phénomène, justement, ces phénomènes de présence. Donc c'est quelque chose dont je connaissais l'existence. Il y a le philosophe américain, notamment William James, que je cite dans le livre, qui, dans son texte sur la diversité des expériences religieuses, décrit plusieurs épisodes où lui-même a vécu comme ça des sensations de présence, des descriptions assez incroyables. Et moi, je ne suis pas spécialement branchée fantôme, mais je sais qu'une proportion assez considérable de personnes en deuil, en fait, peuvent avoir des phénomènes hallucinatoires de ce type. Et donc, c'est finalement quelque chose d'assez courant, et je suis heureuse d'avoir eu le mien. Oui, vous parlez vous écrivez que c'était un instant de grâce, en fait. It was like a gift. And I wonder if when your perceptual world is radically changed and something profound is missing, if the nervous system doesn't fill it in. There are no complete solutions to this, but I think that's a partial explanation. C'était effectivement comme un cadeau. Et je crois que quand notre monde, les perceptions du monde que nous avons sont profondément modifiées, radicalement bouleversées, quand quelque chose d'aussi essentiel vient à manquer dans la perception qu'on a du monde autour de soi, peut-être le système nerveux, en fait, vient combler ce manque, ce vide. Ce n'est pas une explication totale, mais je crois que c'est une explication partielle à ce phénomène. Oui, vous rapprochez cette expérience de, voilà, des membres fantômes, des personnes qui perdent un membre et enfin, ce membre reste quand même éventuellement douloureux et... Yes, actually, this is in Maurice Merleau-Ponty, a French phenomenologist, and he talks about grief and phantom limb in a very beautiful way. I've also read there are some contemporary neuroscientists who think it doesn't work the way Merleau-Ponty thought, but I think if we look at the broader experience, I think he was right. It's what's taken away, and of course in the body, the nervous system is in a way fooled that there's still a limb there. But if you expand that to the idea of the other, which is also deeply part of who we are, how we develop, how we grow in and through others, I think it's very possible. You know, I've mentioned this in the book. If you put someone in a sensory deprivation tank, they will start to hallucinate in about 15 minutes. Almost everybody. Alors ça vient de Maurice Merleau-Ponty, hein, qui est donc ce philosophe français de la phénoménologie, qui parle justement du lien entre le chagrin et les membres fantômes. Il rapproche en fait les deux phénomènes. C'est très très beau ce qu'il écrit là-dessus. La neuroscience d'aujourd'hui peut-être remet en cause sa lecture, mais je crois que quand on considère l'expérience du deuil de façon globale, il a raison. On est privé de quelque chose de tout à fait essentiel, et le système nerveux effectivement s'imagine que le membre est toujours là,
Et je pense qu'on peut prolonger ça aux liens qu'on entretient avec les autres, qui sont aussi essentiels dans la personne qu'on est, ce que l'on devient et la façon dont on est formé. Et je mentionne aussi dans le livre un autre exemple qui est que quand on place quelqu'un en situation de privation sensorielle, dans l'immense majorité des cas, au bout de 15 minutes, les personnes commencent à halluciner. Des choses qu'ils ne sentent pas, justement. Quand j'évoque ce livre à des gens qui ne l'ont pas lu, je leur dis que c'est un récit de deuil. Et quand je dis ça, je me dis non, c'est pas... Enfin, j'ai peur d'induire le fait que c'est un livre qui serait un livre triste, un livre qui ne serait que affliction. Or, c'est aussi un livre rempli de vie et même d'humour et de drôlerie. Et vous avez veillé à ça, ou c'est juste que voilà, c'était aussi la nature de votre relation que cette présence de la vivacité, de l'humour, de la joie? Yes, actually, as I was writing the book, part of the pleasure was remembering some of these stories from the past. And, you know, the humor, I never lost my sense of humor, thank God. I mean, I say it in the first pages of the book, and that requires a certain distance from oneself. But I think Paul and I did a lot of laughing, and we had a lot of private jokes. And, you know, he said to me several times before he died, he said, "I'd really like to die telling a joke." I said, "Darling, that's not going to happen. I don't think so." It didn't, but he had that desire. And actually, minutes before he was dying, the hospice nurse, this is in the book, said, "Keep talking to him." He had had morphine then, but she said, "Keep talking to him. He can hear you." And I said, the thing that came to me was, oh my God, we had so much fun. And we did. And writing the book was also remembering the fun. You know, if someone had asked me, "Is that what you're going to say to your dying husband?" I would have said, "Oh my God, no. I mean, it's ridiculous." But it was what came, and I think in my widowhood, this idea of gripping hold of fun and play is terribly important. En fait, en écrivant le livre, une partie du plaisir d'écriture est venue du fait de se remémorer justement toutes ces histoires du passé. Je crois que j'ai jamais perdu mon sens de l'humour. C'est quelque chose que j'écris dans les premières pages. Fort heureusement, ça implique une forme de distance, mais Paul et moi, on riait beaucoup et on avait énormément de private jokes, de blagues entre nous. Il m'a d'ailleurs souvent répété qu'il aimerait bien mourir en racontant une blague. Je lui disais, ça n'arrivera pas, effectivement, ça n'est pas arrivé. Mais quelques minutes avant sa mort, alors qu'il était sous morphine, l'infirmière m'a invité à continuer à lui parler. Elle m'a dit, je vous entends. Et la chose qui m'est passée par la tête à ce moment-là, a été de lui dire, qu'est-ce qu'on s'est bien amusé ensemble. On s'est tellement amusés tous les deux. Et effectivement, l'écriture du livre m'a remémoré aussi, m'a rappelé à quel point, m'a permis de me remémorer à quel point on s'était amusés tous les deux. Si on m'avait demandé quelle serait ma dernière phrase à l'adresse de mon mari, je n'aurais pas imaginé sortir une chose aussi ridicule, mais c'est ça qui est passé. Et dans mon expérience de veuve aujourd'hui, le fait de se ressaisir justement de la joie, de l'humour, du jeu, c'est quelque chose d'essentiel. Je voudrais en venir au fait que, enfin, à cette relation entre deux écrivains, qui était aussi votre relation de couple. Évidemment, deux personnes qui s'aiment, mais c'est aussi deux écrivains ce que vous décrivez, deux écrivains qui se lisent, qui échangent beaucoup, qui
enfin, qui se nourrissent l'un l'autre en discutant, et c'est vraiment ça fait partie intégrante de votre complicité, cette activité commune d'écriture. I think we both felt we were lucky to have the other as a reader. And because we became each other's first readers, I think we saved time. Because, you know, you would have a doubt about something you were writing. Read it aloud. I would read it aloud to him. And he would often be able to confirm the doubt I had. And then I would change it. And I did the same for him. So this back and forth, it wasn't every day. We would save up clumps, you know, chunks of a book and then read it. And at the very end, we both read each other's finished manuscripts. And if there was something wrong, we would make a little X and discuss it. But yes, we were each other's in-house editors. And no one really touched our manuscripts after that. Je crois qu'on se sentait tous les deux très chanceux d'avoir l'autre comme lecteur, comme lectrice. On est devenu effectivement le premier lecteur, la première lectrice de l'un et de l'autre, et je crois que ça nous a fait gagner beaucoup de temps, parce que dès qu'on avait le moindre doute sur ce qu'on était en train d'écrire, il suffisait de le lire à voix haute à l'autre pour confirmer éventuellement ce doute et peut-être modifier quelque chose. On le faisait tous les deux. Ces allers-retours, c'était pas quelque chose qu'on faisait tous les jours. On se réservait des morceaux de notre premier jet à se soumettre. Et puis, à la fin, on relisait le manuscrit complet. Et quand quelque chose n'allait pas, on mettait une petite croix et puis on en discutait. Et donc, on avait en quelque sorte chacun un éditeur, une éditrice à domicile. Et d'ailleurs, peu d'autres personnes intervenaient après sur nos textes. Sur ce plan aussi, ce plan de ce partenariat d'écriture au quotidien, ou presque, c'est quelque chose de radicalement nouveau que vous avez expérimenté, de fait, en écrivant Ghost Stories, cette solitude finalement dans la création. That's true. I didn't have him. You know, this book, in a way, I know what the impulse was. It was an impulse to resurrect him. Impossible. Completely impossible, but I took pleasure in bringing back what I could on the page as a ghost. And it turns out, because I read quite a few grief memoirs, the dead person is often missing. And that was not what I wanted. I wanted to get him back. And as I said, I know that's completely impossible, but I think that's why the book is not just, you know, gloom and doom and, oh my God, I'm in so much pain, because the act of summoning the past and reading notes that he wrote to me, remembering sometimes absurd stories, gave me something back. Alors, c'est vrai qu'en écrivant ce livre, je ne l'avais plus, mais l'élan, je crois, l'impulsion justement pour écrire ce livre, il est venu d'un désir de résurrection pour lui, d'un désir de le ramener. Évidemment, c'est totalement impossible, mais j'ai pris du plaisir à ramener sur la page ce que je pouvais, à faire revivre sa présence comme un fantôme sur cette page. J'ai lu énormément en fait de mémoires de deuil, et la plupart du temps, la personne, le défunt ou la défunte, est absent. Moi, je voulais justement pas du tout ça. Ce que je voulais, c'était au contraire le ramener, le récupérer. Je savais que c'était impossible, mais c'est sans doute
à cause de cet effort, je pense que ce livre n'est pas que du deuil, de la tristesse, du chagrin et une incommensurable douleur. C'était vraiment une façon de le rappeler. Et cet élan de reconvoquer le passé, les anecdotes absurdes, de relire des choses, etc., c'est quelque chose qui me l'a restitué d'une certaine façon. Dans le récit, je vais dire au présent, justement, de ce deuil, voilà, de ces mois qu'il faut passer et par lesquels il faut passer. On vous voit, voilà, avancer, accepter, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, voilà, passer dans un autre état qu'au début du livre où vous êtes effectivement, quand vous avez lu les premières pages, perdu dans le temps, vous parlez d'une sorte de situation d'éclatement cognitif. Et à la fin du livre, vous dites que vous avez bougé, quelque chose, écrivez-vous, est en train de se dénouer. Mon chagrin ne connaîtra pas de fin, mais il continuera à se transformer. C'est aussi ce livre qui a permis cette transformation de votre chagrin en autre chose. Yes, I think so. That the book acted as a form of working through. At the same time, grief doesn't go in these nice, neat stages. And it's not that life is better. It's not. But that we're dynamic creatures. And I think grief is partly adapting to the missing person. And, you know, the embodied self, and I really mean that, the habit body, the rhythmic, moving through the world body gets more and more used to being alone. And that is the process of grief. But you don't lose the feeling of the other person or the sorrow and mourning for the other person. I think that goes on. I mean, I'm still mourning my mother and my father. I don't lose that, but it changes. Oui, je crois effectivement que écrire ce livre a été une façon d'absorber ce qui se passait, une forme de processus quelque part, mais le deuil ne se déroule pas suivant une séquence bien établie et bien définie de petites étapes bien nettes. La vie ne s'améliore pas d'un coup, ça ne va pas mieux. On ne peut pas dire ça, mais nous sommes des êtres dynamiques et je crois qu'en fait le deuil, c'est plutôt le processus par lequel nos corps s'adaptent à l'absence. Nos corps, dans leur mouvement quotidien, dans leur rythmique, dans leur façon d'habiter le monde, s'habituent peu à peu au fait de le faire seul. Et c'est pas un processus qui a une fin. Le processus du deuil ne signifie pas qu'à un moment on perdra la tristesse, on perdra la sensation de l'autre, qu'on perdra justement ce chagrin et ce manque. Ça, c'est quelque chose qui perdure. Et d'ailleurs, je pleure encore aussi ma mère et mon père. Je n'ai pas terminé de le faire. Ça, c'est pas quelque chose en réalité qui se perd. C'est quelque chose qui évolue, tout simplement, qui se transforme. Au cœur du livre, évidemment, il y a Paul Auster. Vous en faites un portrait, voilà. Vous insistez, enfin, quand je vous avais interviewé il y a quelques semaines, sur le fait que ce n'est pas une hagiographie, mais néanmoins, c'est une personne tellement attachante, émouvante, drôle, sympathique, sans être une hagiographique. C'est vraiment un magnifique portrait de cet homme que vous avez aimé, que vous aimez toujours. I really liked him, and he really liked me.
That's true. But I didn't want it to be St. Paul. And I do talk about how stubborn he was and sometimes really tactless. What is that in French? Tactless. Oh, yeah. You know, he'd say, I mean, it's in the book, but he would say things like, if he got a present at Christmas, he'd open it, look at the giver, and say, "Why did you get me this?" We, the polite Norwegian family, we were amazed. But, you know, we loved him. So as I say, these were warts on his character. They weren't deep flaws. But anyway, yeah, no. I didn't want him to be some, you know, because he was famous, and there were, you know, a lot of people who idolized him. And that wasn't my Paul. Eh bien, je l'aimais, je l'ai vraiment beaucoup aimé et il m'a aussi beaucoup aimé, mais je ne voulais pas effectivement raconter un Saint Paul. Je parle aussi de son côté extrêmement têtu et du fait qu'il manquait souvent profondément de tact, comme par exemple quand il recevait un cadeau de Noël et puis en le déballant, il regardait la personne qui l'avait offert en disant « mais enfin pourquoi tu m'as offert ça ?» Ce qui ne manquait pas de surprendre à chaque fois ma famille de Norvégiens très polis. Mais on l'adorait néanmoins et ses traits n'étaient que de menus défauts et pas des défauts de personnalité profonds. Mais il était très connu, évidemment, très célèbre, et donc beaucoup de gens l'ont idolâtré, idéalisé, et ça, ce n'était pas mon Paul à moi. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, donc c'est une belle conclusion. Je vous remercie infiniment, Siri Husvad, d'avoir répondu à ces questions. Merci, Merci à Nathalie. vous. Merci beaucoup, Marguerite. Merci. Et je vous rappelle que dans quelques minutes, vous serez dans le hall de la Maison de la Poésie pour signer. Merci beaucoup à vous et merci de votre attention, vraiment. Merci.